regarde-moi ça. J'ai un CHAT, chat, 3, 4, 7, 8, lettres contre triple et 11. Ouais, c'est bien. Vas-y, fais mieux. Ben, moi, je vais rester dans les félins. Regarde, je fais lynx avec du Jura, le J compte double 16. Le mot compte triple, Scrabble, 50. J'ai 872 et toi, 35. C'est bien, tu progresses. Merci, c'est gentil. Aujourd'hui, je vous convie à une promenade au pays du froid. Nous sommes dans le Jura, au cœur de l'hiver, pour y découvrir le territoire du plus gros félin d'Europe. Un gros chat, aux oreilles en pinceau et à la queue courte, que tout le monde connaît, mais dont les mœurs sont si discrètes que finalement on sait très peu de choses de lui. Nous allons tenter de découvrir les traces du lynx dans la neige. Et si je dis tenter de trouver, c'est que déceler les indices de présence du lynx, c'est mener une véritable enquête policière, tant l'animal est discret. À un moment, je vais me faire aider pour parcourir cet immense massif jurassien et je vais emprunter le moyen de transport le plus économique, le plus écologique et le plus approprié qui soit, le traîneau à chien. Nous allons donc parler de chiens et de chats et je suis sûre que cette petite promenade jurassienne va se révéler sous bien des histoires. Disparu du sol français pendant une centaine d'années, le lynx boréal est revenu prendre possession de ces territoires historiques dans la grande forêt jurassienne. C'est ici, au cœur de cette moyenne montagne enneigée, que nous allons partir à la recherche des traces discrètes que laisse ce grand félin solitaire qui défend un territoire de 100 km², nécessaire à la bonne gestion de ses proies favorites, le chamois et le chevreuil. Dans ma quête, je vais vous amener sur un premier indice. Et vous allez voir, on va rencontrer des animaux assez impressionnants. Là, il y a plein de traces. Des traces de pas et des traces d'empreintes. Et ça, c'est pas du chat, ça. C'est énorme. Ça, c'est du chien. Regarde la taille. Et ça, c'est du gros chien. C'était sûr que c'est pas des ours? Non, c'est pas des ours. Les ours, c'est des plantigrades. Ils marchent sur la paume de la main comme nous. Ça, c'est du digitigrade. Digitigrade, c'est soit du chat, soit du chien, mais ça, c'est du chien, du gros. Regarde ce qui arrive là, regarde. Et ben voilà, le gros chien. Waouh. Et ça, c'est quoi, ces traces? Et ça, c'est lui qui laisse ces traces-là. Et ça, c'est un chien de protection des troupeaux. Ça, c'est un croisé patou matin espagnol. Et si les éleveurs ont des chiens comme ça, c'est parce que le lynx est revenu dans la montagne. Il est revenu naturellement. Et évidemment, il peut s'attaquer au troupeau de brebis. Et quand on a un chien comme ça qui vit dans le troupeau, eh bien, on n'a plus aucune prédation. Donc c'est une arme hyper efficace. Voilà, ça c'est la bergerie. L'hiver, les brebis sont rentrées et donc ils ont fini leur promenade, ils ont hâte de retrouver leurs brebis. On y va les chiens? Allez. Là, on arrive chez Monsieur Boson. Bonjour Monsieur Boson. Les brebis, elles sont par case et les chiens vivent avec les brebis et ils ont chacun leur petit troupeau, leur petite case. Ça me paraît énorme comme proie pour le lynx. Ben non, parce que le lynx, il est très spécialisé sur les ongulés de taille moyenne. Il se nourrit principalement de chamois et de chevreuil. Alors la brebis, c'est la taille idéale et puis ça a beaucoup moins de défense qu'un chamois ou un chevreuil. Donc c'est une proie assez facile et très nourrissante. Mais quand il y a des chiens comme ça, il n'y a plus aucune prédation. Regarde, on dirait qu'elle se mange la laine sur le dos. Oui, j'ai vu ça, ouais. Vous savez d'où vient l'expression? C'est qu'on a vraiment observé des animaux se mangeant la laine pendant des disettes, des hivers où il n'y avait plus rien à manger. On a vraiment vu des animaux se manger la laine sur le dos. Moi, je vais continuer ma quête du lynx. Je vais quitter ces brebis, ces gros chiens, et je vais retrouver d'autres gros chiens.
Myriam m'a dit de l'attendre au bout de la ligne droite. Eh, c'était beau super bien pour mener des chiens de traîneau. Sauf que c'est pas Myriam, c'est Émile, parce que mener un traîneau, ça se fait pas comme ça. Ça demande des sacrées compétences et de toute façon, les chiens, ils ne répondent qu'à leur maître. Mais j'ai demandé à Émile, qui est musher, donc spécialiste des chiens de traîneau, de venir me conduire pour aller rejoindre notre spécialiste du lynx. Quel bel attelage. Merci. Ici, c'est la petite Sibérie, surtout aujourd'hui. Ouais. Je t'ai amené ton blouson, Ah, c'est gentil. que j'ai pensé que tu aurais un petit peu frais. Oui, un petit peu, t'as Un raison. petit peu. C'est Donc gentil. voilà. Eux, ils n'ont pas besoin, parce qu'ils Eux. ils ont tout le matériel pour. Ils sont Merci. équipés en série depuis plus de 10 000 ans d'un sous-poil très dense, très gras, qui leur permet de résister à des températures de l'ordre de -50 sans aucun souci. Un attelage de chien va donner la quintessence de sa puissance à partir de -15, -18 degrés. Et ils sont parfaitement adaptés à des températures très très basses. Dans leurs coussinets, leurs oreilles et sur la truffe, la circulation y est ralentie, la température n'est que de 16 ou 18 degrés alors que leur température corporelle est de 38,5. Ouais. Donc c'est C'est- parfaitement adapté Adapté. à ce type de biotope. Donc là, c'est un attelage mixte, Ouais, Émile. j'ai 2 Groenlandais en chien de base, Oui, un mâle et une femelle. Le reste, ce sont des huskies. d'accord. Et Alors, c'est les- quoi le rôle? Alors, chien de base et chien de tête, c'est quoi leurs Alors, différentes eux- qualités? Leur boulot, c'est le plus difficile dans l'attelage, Oui. parce qu'ils ont pratiquement toute la charge à décoller au moment des départs. Ah, c'est Et- eux qui portent, qui tirent tout le poids. Pratiquement tout le poids. Voilà, donc les leaders, Viking et Suzy, alors eux sont des chiens qui sont bien à notre écoute, D'accord. qui vont nous donner les directions, les allures, on va leur demander d'aller à droite, à gauche, au pas, au trot, au galop, D'accord. suivant le type de terrain sur lequel on se trouve. Ces chiens-là, ils ont vraiment gardé leur caractère de loup. Hein. Voilà. On est bien d'accord, ils ne sont pas confiés à n'importe qui. Non. Hein. Non, non, pas du tout. C'est essentiellement, avant tout, un chien de travail. Ça n'est pas un chien domestique, c'est pas un fauve. C'est pas un chien domestique comme on l'entend, comme le Golden Retriever qui est à la maison tout le Oui. temps sage et tout et tout. C'est vraiment un animal de travail qui, par atavisme, a gardé un instinct un petit peu sauvage. Quand ce pauvre animal se retrouve en ville, dans une chambre de bonne surchauffée à sortir 2 fois par jour pour pisser. Ah, mais ça, c'est de la maltraitance pour un animal Pour comme un animal ça. comme ça, on peut dire ça. Voilà, très câline, très Ah, affectueuse. ouais. Oh là là, ses yeux sont absolument fascinants. J'aime bien ce regard. Ah, Allez, c'est un regard étrange. j'aime bien ce regard. C'est un regard qui va dire, écoute mec, ça va être dur, mais on va le faire ensemble. Je crois que c'est ce qu'ils expriment dans ce regard tout bleu, quoi. Voilà. On le fait ensemble, nous, alors? Ok, gros. On va aller doucement pour pas faire trop de vibrations. Ça amène à la réflexion, tu vois? T'es tranquille dans la nature, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Un petit peu d'accord avec ça. Hein? Le halètement des chiens, le crissement des patins dans la neige. Voilà. Là, ils sont très concentrés hein, sur, Ils, leur, ils sont sur leur complètement tâche. sur leur travail. sur leur travail. Ah ouais, là, Mais- t'as pas d'antagoniste, t'as plus Non. de meute, t'as plus de dominant, t'as que des chiens au travail. Ces chiens, ils ont gardé un flair extraordinaire. Son flair, je crois qu'il est 1000 fois plus développé que celui de l'homme, quoi. Ouais, on dit même 1 million de fois. Ouais. J'ai du mal à me représenter la puissance du flair de ces chiens. Ah, c'est incroyable, hein, parce que, en gros, schématiquement, nous, notre surface pour percevoir les odeurs, elle fait 5 cm². Un chien, ça fait 130 cm². Mais je vais vous expliquer. Et on attend. Oh. Je vous montre. Je m'étais gardé une clémentine pour mon goûter. Je l'ouvre pour qu'elle soit un peu plus odorante. Voilà. À combien tu peux sentir? Toi. Je la sens à 20 cm à peu près. Quoi. Voilà. Moi, je la Je sens. bien, là, ouais, je la sens bien, là, même 20 cm. Ouais. Ouais, moi, je suis obligée de m'approcher. Hein. Eh bien, un chien, c'est capable de la sentir. Et ben voilà, là, ils la sentent encore, la clémentine. On dit que
que par temps sec et sans vent, ils sont capables de sentir une cigarette à 1 km de distance. C'est incroyable. Nous, on peut percevoir en gros 4000 odeurs. Eux, ils sont capables de percevoir 500 000 odeurs. Le flair est l'arme absolue du chien pour la chasse, pour trouver ses proies. Le lynx aussi a un très bon odorat et pourtant sa technique de chasse est très différente. Je vais faire appel à notre experte qui va vous expliquer ça. En effet, les chiens, qu'ils soient domestiques ou sauvages, comme les loups, les dholes ou les dingos, chassent en meute et ils poursuivent leur proie jusqu'à épuisement. En fait, ils commencent par sentir la piste, ils suivent leur proie. À plusieurs, ils peuvent se permettre de la fatiguer, chacun prenant le relais. Et puis, quand ils l'ont bien fatiguée, ils passent à l'attaque. Ouh, j'ai eu peur, mais ça n'était pas moi leur proie. Donc, les chiens flairent la piste, puis traquent leur proie jusqu'à l'épuisement. Ce que ne peut se permettre le lynx, puisque lui a une petite capacité cardiaque qui l'empêche de courir longtemps, et il est solitaire. Donc lui chasse à la vue et à l'ouïe. Il repère ses proies, s'en approche tout doucement, sans se faire voir, étant totalement mimétique. Il peut approcher, il doit être à moins de 20 mètres parce que s'il rate son coup, c'est fichu. Donc il s'en rapproche jusqu'à pouvoir bondir sur sa proie. Ah bah c'est vif comme une image, je ne l'ai pas vu venir. Vous avez vu, les prédateurs adaptent leur technique de chasse à leur capacité physique. En attendant, on va repartir. Ne deviens pas mâcheur qui veut. En plus de mener les chiens, il faut savoir lire la neige qui cache bien des surprises. Le traîneau est un véhicule instable qui sursaute au moindre rocher et projette le novice cul par-dessus tête. Nous allons nous enfoncer plus profondément dans la forêt, explorer des zones moins accessibles pour rejoindre notre spécialiste du lynx, en espérant que la neige qui tombe de plus en plus drue n'efface pas toutes les traces. J'ai quitté Émile et ses chiens parce que la progression est vraiment devenue difficile. Et vous savez que le lynx est véritablement l'ami des forestiers parce qu'en s'attaquant au chevreuil, qui est un redoutable prédateur des jeunes arbres, eh bien, il protège ces jeunes arbres. Puisque lui, déjà, il mange les chevreuils, en plus, il disperse les troupeaux. Donc la pression de prédation sur les jeunes arbres est beaucoup moindre. Et la forêt se régénère. Myriam, tu me dis que ce sont des vieux arbres, mais ils sont tout petits ces arbres-là. Hein. Ils sont tout petits parce qu'ils poussent dans des conditions très difficiles, donc ils grandissent très lentement. Cette branche, par exemple, qui est morte là. Voilà. Il y a plein de trous à cette branche. Ouais, elle a été dévorée par des insectes. Et là, les insectes, au plein cœur de l'hiver, ils sont sous forme d'œufs ou de larves, bien protégés à l'intérieur du bois. En fait, tout le petit peuple de la forêt vit bien au chaud sous son manteau neigeux et ne sort que pour se nourrir. Si ça se trouve, Myriam, là, il est Oui. en train de nous observer, là, le lynx. Avec Oui. son œil de lynx, ça va être facile pour lui de nous voir de loin. Oui, c'est facile pour lui, surtout de nous entendre, parce que l'œil de lynx, ça ne vient pas du lynx. Ça vient de quoi alors? Ça vient de la mythologie grecque. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est quand Jason et les Argonautes sont partis chercher la toison d'or, ils avaient chacun une particularité physique et il y en avait un qui était capable de voir par-delà les montagnes et qui s'appelait Lyncée. Du coup, on parlait de l'œil de Lyncée qui est devenu l'œil de lynx. Je suis moins bien équipée que le lynx pour progresser dans la neige. Hein. Il me manque les raquettes, moi je m'enfonce. Bah, dis donc, Myriam, là, les traces, Ouais. ça, c'est quoi ça? C'est un peu gros pour être du chat, ça. Celle-là, ouais.
Écoute, ça ressemble à du lynx parce que regarde, ça c'est du gros chat, c'est bien rond. Et on voit un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts bien écartés. Ça ressemble à du lynx. Si ça se trouve, il est en train de nous voir, il nous entend, il nous a sentis et nous, rien. Nous aurons plus tard confirmation qu'il s'agit bien de traces de lynx. Voilà, j'y arrive. C'est là que j'ai rendez-vous avec Patrice Redley, dans les ruines de ce château, alors il faut que je le trouve. Je vais suivre les traces. Eh ben, il fallait venir construire ici, hein. En même temps, la vue est magnifique, hein. C'est splendide. Bon. J'espère que j'arrive au bout de mes peines. En principe, je vois toujours des traces, donc j'avance. Il faut dire, ce château du XIIIe, il a été détruit par les Français parce qu'ici, on est sur une zone historique de conflit entre les Francs-Comtois et les Français. Alors là, il est là. Patrice. Bonjour Myriam. Eh bien dis donc, c'est pas facile de trouver. Non, je fais comme le lynx, je me place en hauteur. Le lynx, comme la plupart des félins, aime bien se mettre dans une position dominante pour savoir un petit peu ce qui se passe, observer un petit peu son environnement. Et moi, je fais la même chose là, je viens chercher ces traces. Et puis en plus, quand on est dans un site comme ça, avec un panorama merveilleux, avec la chaîne du Haut-Jura en face de nous, c'est magnifique. Là. Et ici, on est au cœur du territoire du lynx. Voilà, on est vraiment, la petite montagne jurassienne, c'est vraiment une zone qui a été colonisée il y a une trentaine d'années, où le lynx est bien installé, où il est vu régulièrement, ce qui ne veut pas dire qu'on le voit régulièrement. C'est vraiment ma zone de prédilection pour venir chercher le lynx. Ouais. Et là, tu en as vu des pistes ou des traces? J'ai quand même la chance de pouvoir suivre des pistes dans cette zone. Par contre, je connais une autre zone de crête où il y a des passages. Ouais. On va aller essayer de voir s'il y a Oui, parce que là, il y a... des traces fraîches. Donc là, tu m'amènes sur une zone où tu as vu des traces régulièrement, c'est ça? Oui, le lynx, c'est un animal assez routinier, donc il passe régulièrement aux mêmes endroits. En forêt, il va utiliser des bandes de marquage, donc que ce soit des piquets, des troncs d'arbres ou des buissons, mais également des constructions humaines, donc des vieilles cabanes à l'abandon, des tas de bois. On peut faire le tour comme il fait habituellement. Oui. Là, il n'y a pas de traces. Hein. Alors, en plus du marquage urinaire, Ouais. le lynx se frotte aussi sur ces bandes de marquage, donc on peut sentir son odeur et puis trouver des poils morts qu'il va laisser justement sur un tronc d'arbre, sur un petit muret, sur une clôture. Comme les chats finalement qui se frottent contre nos jambes pour montrer qu'on leur appartient. Là on voit quelques... Ah oui. C'est des poils de jarre, Ah donc oui, qui sont plus longs, qui sont plus apparents, qui sont coincés dedans. C'est quoi Myriam des poils de jarre? C'est les poils qui recouvrent le pelage. En fait, tu as les poils de bourre qui maintiennent la chaleur contre le corps et les poils de jarre qui imperméabilisent, qui viennent recouvrir tout ça. Mais j'ai pas un odorat de lynx, mais tu trouves pas qu'il y a une odeur âcre? Si, il y a Ça sent par moments des effluves discrètes, mais... Exactement. Alors après, ça dépend, l'odeur est plus marquée si évidemment il a marqué il n'y a pas longtemps. Après, ça se dilue avec le temps. C'est pour ça qu'il repasse régulièrement sur ces bords de marquage pour redéposer son message. Bien sûr. Le lynx, il est réapparu ici dans les années 70, à partir de populations suisses, c'est ça? Les Suisses ont commencé à réintroduire le lynx en 71. Et puis la première observation de lynx dans le massif jurassien, c'est une femelle de 5 ans qui s'est fait tirer par un chasseur en 74 dans le pays de Gex. Et on estime à combien à peu près la population aujourd'hui? Sur l'ensemble du massif jurassien, qui comprend le département du Jura, de l'Ain et du Doubs, c'est une grosse centaine d'individus.
Ah ouais, c'est une toute petite population. Parce que... Ah, ça reste une petite population, mais qui est quand même c'est le bastion de l'espèce en France, puisque c'est vraiment chez nous, dans le massif jurassien, que le lynx est le mieux installé. Ouais. Bon, Patrice, on n'a pas de chance, hein, parce que le lynx nous fait faux bond. Bah ouais, là, c'est Y a une pas zone une trace, hein où je vois des pistes régulièrement, mais ma foi, en ce moment, il ne doit pas fréquenter ce secteur-là de son territoire. Et du coup, Patrice, il va falloir qu'on mette une caméra piège pour essayer d'avoir une chance de l'apercevoir. On peut tenter de la mettre par là, c'est une zone de passage. On a des chances quand même de le voir dans la journée, le lynx, ou pas alors? Oui, tout à fait. On peut le croiser dans la journée. Par contre, ça optimise les chances de laisser une caméra piège pour la voir justement quand nous, on n'est pas là pour l'observer, c'est-à-dire au crépuscule et pendant la nuit. Nous, on n'entend rien, mais lui, il nous entend, le lynx, hein, c'est sûr. Avec son ouïe super fine. Il y a des chances, il chasse beaucoup, donc il ne sert quasiment pas de son odorat pour chasser, mais Il chasse à la vue à et la à l'ouïe. vue et à l'ouïe. Il a une ouïe très très développée. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais faire appel à notre experte pour vous expliquer en 2 schémas quelles sont les adaptations du lynx qui lui permettent d'avoir une ouïe aussi fine. Vous allez voir, c'est très impressionnant. On s'est longtemps demandé à quoi servaient les jolis petits plumets qui ornent les oreilles des lynx. Eh bien en fait, ils sont impliqués dans la perception des sons, parce qu'ils permettent de capter et la direction du vent et la direction des sons. De même que les favoris permettent de capter, d'amplifier et de rediriger les sons vers les oreilles, comme de véritables paraboles. D'ailleurs, regardez une tête de lynx et une tête de hibou. Vous ne voyez pas une similitude? Les petits plumets pour capter les sons, les disques faciaux ou les favoris comme paraboles pour les rediriger vers les oreilles. On appelle ça un phénomène de convergence anatomique. Vous avez vu, ce n'est pas que pour faire joli, les petits plumets. Hein. C'est aussi drôlement utile. Bon, ben c'est chou blanc pour les traces. Hein. À défaut d'avoir vu des pistes de lynx, là on peut regarder. Dans ce secteur, il y a régulièrement du chat forestier qui passe. Donc là, c'est des traces de chat forestier. Il allait gratter un petit peu dans la terre plus bas, c'est pour ça qu'on voit bien les traces de il a les coussines terre. à plein de terre. Voilà, c'est la 2e espèce de félin sauvage de France. D'accord. À ne surtout pas confondre avec le chat arrêt, qui est un chat ensauvagé, qui est un chat domestique, qui est retourné vivre sauvage. Ça, c'est un véritable fléau, le chat arrêt. Parce que ça s'hybride avec le chat sauvage, et puis c'est un prédateur redoutable, quoi. Qui s'attaque aussi bien aux oiseaux, parce qu'il grimpe aux arbres, il rentre dans tous les trous, il mange les petits lapins, enfin, ça mange tout, hein. Par contre, la première chose à faire, la chose la plus importante, c'est stériliser ces chats. C'est pas un manque d'amour, c'est justement, on va éviter qu'il y ait une multiplication de chats qui, de toute façon, seront abandonnés et qui seront pas aimés du tout, ceux-là. Ouais. Et puis, on va éviter aussi les hybridations avec le chat forestier. Et puisqu'on parle de chats, je vais vous amener voir des beaux chats, des gros chats. Et vous allez voir qu'ils ont un rapport avec le lynx. On y va? De toute façon, il est l'heure de rentrer. Seul un chat forestier, l'autre félin sauvage de France, a déclenché notre caméra piège. Heureusement, Patrice nous a confié quelques images qu'il a lui-même tournées. Je redescends vers la vallée, quitte le territoire sauvage du lynx pour celui des félins domestiques. On est passé de la neige à la pluie. Mais on arrive là où je voulais vous amener, parce que regardez, on aperçoit un toit de maison entre les arbres. Et là, on va retrouver un cousin domestique de notre lynx. Et le voilà, ce fameux chat dont je vous parlais. Ce gros chat très beau, c'est le Maine Coon. C'est un chat d'origine américaine qui a des caractéristiques déjà un peu de lynx. Un peu, parce qu'il a les oreilles avec un petit pinceau.
il a les gros favoris et surtout il a des grosses pattes, énormes pattes. Si bien que les éleveurs essaient de développer ses caractéristiques. Grande taille, oreilles en pinceau, favoris et grosses pattes pour tenter de créer ce qu'ils appellent le lynx domestique. Ces petits chatons deviendront-ils de beaux représentants de cette race en devenir ? Il s'est passé là-dedans. C'est les petites griffes là. Oui. Voilà, il y a encore beaucoup à dire sur le lynx, dont la vie reste très très secrète, même si on en connaît un peu plus sur lui aujourd'hui. Mais ça, c'est pour d'autres histoires. Let me bring you to nature. Let me show you how it's great everywhere